Chers amis, bonjour. J'ai le grand plaisir de vous retrouver sur le canal YouTube des éditions Le Jardin des Livres. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau le docteur Thomas Lamotte, Pierre-Jean Thomas, le seul médecin qui a 5 prénoms. Il a publié, donc vous le connaissez déjà, puisque sa vidéo précédente a dépassé les 100 000 vues pour son livre précédent « Et si la maladie n'est pas un hasard ». Et donc là, nous avons le plaisir de l'accueillir pour son nouveau livre « L'interprétation des maladies ». Pierre-Jean Thomas Lamotte, je rappelle, vous êtes neurologue, donc vous êtes un vrai médecin, hein, on est bien d'accord? On est bien vous d'accord. avez combien d'années d'expérience là? Dans 40 ans? 45 ans? Dans les hôpitaux, je suis allé à l'hôpital pour la première fois à 20 ans. Comme stagiaire, on va dire, et puis j'ai terminé donc à 65 ans. 45 années, on va dire, d'expérience médicale, et c'est quelque chose qui compte énormément. Votre premier livre a effectivement fait beaucoup de bruit, il continue toujours à sortir, et votre nouvel ouvrage, L'interprétation des maladies, va beaucoup plus loin cette fois-ci. Il développe en fait les points précédents que vous avez abordés dans votre premier livre, puisque votre grande thèse, je le rappelle, c'est que nous nous rendons malades à cause des non-dits, c'est-à-dire des émotions non exprimées, je vous résume bien? Oui, non exprimées parce qu'elles cachent une culpabilité. Donc c'est une culpabilisation, on se culpabilise, et parce que nous ne pouvons pas l'exprimer, nous développons différentes maladies, de la plus bénigne, on va dire, à la plus grave. Alors, je souhaitais aborder avec vous, à la demande de vos lecteurs d'ailleurs, hein, 3 grands sujets que vous traitez dans le livre, mais parce que ça affecte des millions et des millions de Français. La sclérose en plaques, donc premier point. Ensuite, la maladie d'Alzheimer, deuxième point. Et le troisième point, la maladie de Parkinson. Alors, ces 3 maladies, alors, on va commencer par la sclérose en plaques. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la sclérose en plaques? Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie qui souvent touche les femmes jeunes et qui va toucher, donc donner des lésions du système nerveux central, c'est le cerveau et c'est la moelle épinière. Et donc ces lésions, ça va être une destruction de la gaine de myéline qui est autour des fibres nerveuses. Et cette destruction par un processus inflammatoire auto-immun est susceptible donc de réparation puisque les fils électriques des neurones... Alors là, attendez, je vous suis plus moi. Ouais. Techniquement, enfin, je veux dire en pratique, ça se manifeste comment? Ça se manifeste de façon très variée puisque l'atteinte peut être aussi bien de la moelle, donc donner par exemple une paralysie des jambes. D'accord, paralysie? Oui, ensuite, ça peut être des troubles sensitifs, donc des sensations d'engourdissement, de l'impression d'être serré dans un bras. Donc la jambe bloquée, voilà, ou jambe ça gauche, peut être ou les mains. Une douleur de la face, ça peut être une atteinte du nerf optique, c'est-à-dire une baisse de l'acuité visuelle, oui. Une névrite optique, ce qu'on appelle une névrite optique. C'est typiquement, tout au moins au début chez un grand nombre de personnes, ces symptômes vont évoluer par poussée régressive, tout au moins au début. Et effectivement, si les poussées deviennent plus nombreuses, on peut assister ensuite à une aggravation très lentement progressive, qui sans doute n'est pas du même type au point de vue des lésions, c'est plutôt une mort des cellules nerveuses, une mort neuronale qui intervient à ce moment-là. Dans votre livre, il y a je rappelle, hein, il y a vraiment des centaines et des centaines de cas. Mais je vais vous donner un cas concret dans mon entourage, parce que beaucoup de gens en ont de semblables, on va dire. Alors là, c'est un garçon qui est homosexuel, mais ses parents n'ont jamais accepté son homosexualité, et son père l'a renié. Donc, et il a développé une sclérose en plaques. Alors, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet selon vous? Bien sûr, la maladie, c'est en fait un alibi symbolique qui est constitué par le corps, sur le corps. C'est-à-dire que lorsqu'on a été accusé, eh bien, on va a posteriori donc faire un alibi symbolique. Par exemple, si j'ai vu quelque chose que je ne devais pas faire, un garçon ou une fille dont je suis amoureux et que les parents ne sont pas d'accord, je vais m'amuser, entre guillemets, à détruire donc le nerf optique pour ne plus être coupable d'avoir regardé ce garçon ou cette fille. Attendez, je comprends pas. Donc ça veut dire si on regarde une femme, alors qu'on est marié, si on regarde une autre femme, on risque de développer une sclérose en plaques? Non, bien sûr que non. C'est le regard des parents donc qui est là et qui dit tu ne te marieras jamais avec cette personne-là. Ce qui déclenche la sclérose en plaques, c'est le fait que ce soit des personnes d'abord féminines, et les hommes qui font une sclérose en plaques sont des hommes féminins aussi, et qui donc a besoin de se référer toujours aux parents.
c'est-à-dire que chaque fois qu'elle fait quelque chose, est-ce que c'est quelque chose qui déplaît aux parents ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui leur va voilà, plaire? donc il y a bien une causalité là, dans le cas que je vous exposais. Absolument. Donc, c'est le fait d'avoir accepté l'interdit ou de transgresser l'interdit qui va créer des problèmes à la personne et qui fait que lorsqu'elle a eu un premier épisode qui l'a sensibilisée, dès que reviendra un deuxième épisode, elle fera la maladie, elle déclenchera la maladie. Alors, ce que vous venez de dire est vraiment fascinant parce que je me souviens, dans notre précédente vidéo, je vous ai donné un cas, là aussi dans mon entourage. C'est une femme mariée, 45 ans, 3 enfants. Son mari est avocat, elle est journaliste. Et du jour au lendemain, ils divorcent. Et 6 mois après le divorce, elle déclenche une sclérose en plaques extrêmement violente. Et là où je raccroche, si je peux dire, les wagons avec ce que vous venez de dire, c'est que ce que j'ai appris entre-temps, c'est que cette épouse donc a été abandonnée par ses parents lorsqu'elle avait 8 ans. Donc, effectivement, là, a priori, si je vous résume bien, on retrouve les deux cas, c'est-à-dire le premier élément marqueur et le deuxième élément déclencheur. Oui, c'est pas tout à fait exact que ce soit au bout de 6 mois le déclenchement de la sclérose Ou en 6 mois plaques. ou 8 mois, peu importe. Hein, Voilà, parce là, que j'ai dit ça comme ça, enfin, en quelques mois, on va dire. lorsque l'événement déclenchant est un imprévu, la réaction va se faire 6 mois après, mais le début de la sclérose en plaques est 6 mois après, si bien que les symptômes vont mettre en général 7 à 12 mois à venir, et ça c'est valable pour 75% des malades ayant une sclérose en plaques. Lorsqu'on a fait une enquête, on a vu qu'il y avait un problème psycho-affectif imprévu, donc chez 75% des malades, et les symptômes apparaissant 7 à 12 mois après, donc c'est imprévu. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, aux personnes qui nous regardent et qui ont une sclérose en plaques? Par quoi elles doivent commencer pour examiner on va dire, le passé ou l'émotion non exprimée? Ben, c'est sûr que la prise de conscience essentielle, c'est le lien aux parents on n'a jamais compris le cordon ombilical. Et c'est sûr que moi, je me vois mal faire une sclérose en plaques parce que je me moque de ce que mes parents pensent quand je fais quelque chose, je prends Oui. une décision. Mais il y a des gens qui ont été élevés comme ça, donc dans une réceptivité très forte de l'ordre de l'autorité et qui ne peuvent pas prendre de décision sans se référer à l'avis des parents, en fait. Alors, dans le cas de la dame journaliste et son mari avocat, là, elle a développé la sclérose en plaques après le divorce et le fait que les enfants soient restés avec le père. Voilà. Alors effectivement, moi je parle de destruction, enfin de problèmes avec les parents, mais ça peut être aussi un parent symbolique, hein. Donc c'est celui qui donne l'ordre, par exemple, de transgresser, qui va être le parent symbolique qui met mal à l'aise la personne. Mais ça peut être aussi... Je comprends pas bien le parent symbolique, ça veut dire quoi? Le parent symbolique, ça peut être un père spirituel, par exemple, qui fait transgresser les ordres des parents. Et à ce moment-là, il met la personne en difficulté, elle risque de faire une sclérose en plaques. Mais si on prend l'exemple du monsieur, effectivement, le monsieur qui donne un interdit ou la femme qui donne un interdit, et sans discussion possible, met son conjoint en risque de sclérose en plaques. Par exemple, une femme qui a eu 3 enfants va dire « maintenant c'est fini, il n'y aura plus jamais de relations sexuelles ». Vous en parlez là dans le Voilà. livre. Et donc, effectivement, là, c'est vraiment un interdit qui, si je ne transgresse pas, je suis à risque de déclencher cette maladie-là. Bien sûr, il y a les facteurs génétiques et d'autres facteurs de sensibilité, mais c'est vraiment le risque essentiel, c'est quand il y a une interdiction, quelque chose qui me permet de me confronter, on va dire, aux parents. Et c'est ce conflit-là, soit j'obéis et je suis malheureux d'obéir aux parents, soit au contraire, je transgresse et je suis malheureux de transgresser. Alors, dans votre carrière, quel est le cas qui vous a le plus marqué, qui vous a permis d'établir justement les liens de cause à effet de la sclérose en plaques? En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on fait donc une anamnèse psychoaffective chez une personne qui a cette maladie-là. Attends, une anamnèse, c'est quoi? Une anamnèse, donc c'est... On n'est pas médecin, nous, hein, je vous rappelle. D'accord, donc l'anamnèse, on fait le rappel de tous les événements depuis la naissance et même avant, qui permet donc de voir là où il y a des conflits qui se sont passés, là où ça s'est bien passé. Et c'est en fonction de ces conflits qu'on va pouvoir voir comment une maladie naît, n'importe laquelle d'ailleurs.
quand il s'agit d'une sclérose en plaques, je vous donne le premier exemple d'une femme qui a une sclérose en plaques bénigne. C'est une femme qui va ressentir un engourdissement de tous les mi-corps gauche et on va lui faire le diagnostic avec une ponction lobaire, avec une IRM et on lui dit vous avez une sclérose en plaques, bien. Sur le plan psychologique, on peut aider cette femme pour savoir quel est l'interdit et savoir si on peut la déculpabiliser par rapport à cet interdit. Et dans l'histoire que je vous raconte, c'est une femme qui a reçu un coup de téléphone et qui s'interdit de rejoindre la personne. Ce coup de téléphone, c'est une personne qui s'est présentée comme sa demi-sœur. Oui, oui, je crois que c'est dans votre livre. Voilà, oui. Et donc effectivement, la demi-sœur... Elle ne savait pas qu'elle avait une demi-sœur. Elle ne savait pas qu'elle avait une demi-sœur et elle ne se voit pas répondre à la demande de cette demi-sœur de la rencontrer parce que ça va faire du bruit dans la famille, oui, avec le père, avec la maman et avec les enfants. Voilà, le scandale. Et finalement, il va lui rester juste un engourdissement des 3 derniers doigts. On a la sexualité, le mariage et le secret. Oui, d'ailleurs, c'est très curieux parce que dans votre livre, là, vous allez encore plus loin justement sur les maladies qui se manifestent sur les mains ou sur les différentes parties du corps. Là, vous donnez vraiment tout votre savoir dans ce livre, hein, je le précise, c'est très intéressant. D'une lecture symbolique, oui. Oui, c'est enfin une lecture, je dis symbolique, je dirais pratique, parce que symbolique, c'est plus une lecture pratique. Alors, le deuxième cas qui vous a le plus marqué pour la sclérose en plaques? Le deuxième cas, c'est un homosexuel. C'est une maladie féminine, c'est intéressant. Oui, beaucoup d'homosexuels sont affectés par ça, j'ai remarqué. Voilà, donc ce sont des hommes féminins, et en général, la façon dont on s'aperçoit, c'est dans leur caractère, bien sûr, ils sont dans l'accueil, au lieu d'être des machos et de décider tout. Au contraire, ils attendent qu'on leur propose des choses qui leur plaisent, hein. Et sur le plan physique, bien souvent, si cette féminité date de la grossesse, on va avoir des hommes qui ont des index beaucoup plus longs que normalement. D'accord. Et donc c'est intéressant. C'est assez surréaliste, c'est intéressant. J'ai pas beaucoup de difficultés à dire ça, puisque du fait de mon tempérament, je reçois une grande majorité d'hommes féminins, de l'ordre de 95%. Ah oui? Oui, c'est étonnant. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont plus prônes aux maladies, comme ça Parce que je suis masculin, très masculin, même un peu trop dur, on va dire. Et donc, c'est une approche complémentaire, comme au fond un couple sur une complémentarité. Là, avec le médecin, c'est aussi la complémentarité des caractères qui est intéressante pour le patient. D'accord. Bon, alors écoutez, donc à tous les homosexuels féminins, on va dire, là, vous avez intérêt à lire ce livre si vous ne voulez pas déclencher une sclérose en plaques. Là, c'est le cas de le dire. On peut faire une généralité là-dessus ou pas? Non, absolument pas. Mais quand même. Parce que j'ai lu votre livre, attention. Il faut que la personne... Il y en a quand même pas mal dedans. Il faut que la personne soit en référence avec ses parents. L'homosexualité ne vient pas par hasard, on va dire, ne vient pas dans les chromosomes non plus. C'est une façon d'échapper à la culpabilité. C'est-à-dire que si je suis amoureux de ma mère, effectivement, je vais être coupable devant les yeux de la famille. Mais si je suis amoureux d'un homme, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas coupable, entre guillemets, par rapport à ma mère, si le véritable amour, c'est pour ma mère. Et inversement, c'est une femme qui est amoureuse de son père ou de son frère, va aller dans l'homosexualité. Mais c'est inconscient, ce mécanisme-là, bien sûr. Pardonnez-moi, mais je vais vous parler du docteur Simon Levey, neurologue également, du Salk Institute, que vous connaissez, donc américain. Et il a été le premier à montrer la détermination génétique de l'homosexualité, de la zone INH3, que vous connaissez forcément. Enfin, chez un homme hétérosexuel, pour résumer la chose, la zone INH3 est de la taille d'un grain de café, et chez les femmes hétérosexuelles, c'est exactement la moitié du grain de café. Et lui, il a constaté par hasard, parce qu'il travaillait sur le sida, que chez donc, les homosexuels, leur zone INH3 est exactement de la taille d'une femme, enfin celui d'une femme. Lui, ce qu'il a affirmé, c'est qu'il y avait une détermination génétique de l'homosexualité. Vous confirmez ça ou Je ne confirme pas parce que la génétique n'existe plus. Maintenant, ce dont on parle, c'est l'épigénétique. C'est-à-dire que
effectivement, Si vous voulez, soyons larges. Hein. un chromosome ne va se mettre à marcher et à fonctionner qu'en fonction de l'environnement. Donc, s'il n'y a pas l'environnement qui fait que le sujet va déclencher les potentialités qu'il a dans ses gènes, il n'y aura pas le déclenchement. Je prends un autre exemple que c'est de l'homosexualité. Oui. Une famille donc où de père en fils, entre guillemets, on va avoir une démence. Et donc, on suit un vieux monsieur qui a ce chromosome, donc qui correspond à la démence familiale. Oui. Et vers l'âge de 85 ans, il décède. On lui fait son autopsie. Il n'avait pas de démence, il n'a aucune lésion de démence, alors qu'il a les chromosomes de la démence. Ça veut dire simplement qu'il n'a pas vécu, il n'a pas eu l'environnement qui fait que ce gène-là peut déclencher la démence. D'accord. Alors, du côté des femmes maintenant, parce que vous dites que c'est une maladie qui affecte majoritairement les femmes, il me semble que vous avez dit 75%. Quel est le premier signe, on va dire, qui pourrait alerter nos spectateurs de la présence, on va dire, imminente d'une sclérose en plaques? Si on veut faire de la prévention, effectivement, c'est une personne qui fait référence à ses parents et à l'autorité de ses parents. Non, je parlais de signes cliniques. Mais les signes cliniques, tout dépend du problème vécu. Donc, il y a la névrite optique, donc une baisse d'acuité visuelle, c'est une façon de commencer. Oui. Mais autrement, bien souvent, c'est des troubles de l'équilibre, des troubles moteurs, des troubles sensitifs, d'engourdissement, sensation d'être serré. Oui. Et ces troubles-là, donc, vont durer en général quelques semaines spontanément. Et on appelle ça une poussée donc, de sclérose en plaques. Et l'examen, l'IRM, va nous montrer qu'il y a déjà des lésions à plusieurs endroits, ce qui permet donc de dire que c'est une sclérose en plaques, puisqu'il l'IRM, il y a déjà plusieurs plaques visibles. Alors, justement, dans votre livre, vous montrez à au moins une vingtaine d'endroits que votre approche de la maladie permettrait d'économiser des centaines de millions, voire des milliards à la sécurité sociale. Je pense notamment au premier cas que vous donnez. J'ai beaucoup aimé ce cas-là. Vous pouvez nous le résumer? C'est un problème dentaire, un problème pour lequel on va consulter donc un dentiste, et c'est la maman qui accompagne son enfant de 8 ans. Oui, un orthodontiste même, je Voilà, crois, parce que ça coûte une blinde, un orthodontiste en général à la Sécu. En général, le traitement sur 2 ans va coûter à peu près 3 000 €, et beaucoup sont de la poche du patient ou de sa famille. Et donc là, c'est un cas où les confidences de la maman au dentiste sur le mauvais caractère de son enfant vont donc enlever la culpabilité quelque part. Enfin, on leur a exprimé celle qui n'avait pas été exprimée. Alors, qu'on le voit à l'écran, hein, parce qu'elle a une dent de travers. C'est j'ai une dent contre toi, c'est marrant. Mais c'est vraiment ça, c'est l'illustration de cette phrase de la sagesse populaire française. Absolument. Et donc, en fait, le dentiste ne fait rien. Il écoute donc pendant un quart d'heure la maman de cet enfant qui est présent, donc, et il la laisse partir simplement avec un tout petit appareillage qui lui permet de ne pas trop serrer les dents la nuit. 4 semaines plus tard, au réveil, la maman voit un enfant qui a complètement changé de caractère et qui se trouve donc très aimable, prévenant, alors que c'était une peste auparavant. La maman est intriguée, elle dit « Mais ouvre ta bouche !» Effectivement, elle a aperçu ce qu'il y avait à voir, c'est-à-dire que les dents se sont remises en place pendant la nuit. Mais c'est incroyable, je veux dire, on a l'impression que c'est du domaine de l'impossible ou du surnaturel, Voilà. là. Alors, et pourtant, on a les photos. Hein. Je vais vous lire. Pour le dentiste normal, il faut lutter contre le symptôme, c'est-à-dire presser sur les dents déplacées et les forcer à se remettre en place au fil du temps grâce à des appareillages successifs. Mais même si le traitement réussit, il n'est pas sûr que les dents ne se redéplacent pas une nouvelle fois, car c'est tout au long de la vie que nos dents sont susceptibles de bouger. Outre le côté astreignant des séances chez le praticien orthodontiste, il y a le coût élevé des soins, environ 3 000 €, la gêne de l'appareillage et l'éventuelle moquerie des petits camarades. Mais que ne ferait-on pas pour retrouver un jour un beau sourire? Mais je ne vous cache pas que j'ai regardé cette photo ces 2 photos, parce que c'est quand même du domaine. Mais c'est vrai que votre livre est rempli justement de ce genre d'exemples. J'appelle l'effet confidence. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui n'a pas été dit comme culpabilité quand c'est exprimé, effectivement, beaucoup de symptômes régressent quand bien sûr, je ne vais pas dire qu'un doigt coupé ou qu'un bras coupé va repousser, hein, je ne vais pas jusque-là, mais c'est vrai que j'ai été surpris au cours de ma pratique de voir que plein de symptômes pour lesquels je n'attendais pas de régression régressaient à mon grand étonnement. Bien sûr, que ce soit une maladie grave ou simplement bénigne. Alors, dans le cas présent, effectivement, 4 semaines, pourquoi ? Parce qu'il a fallu le temps que
la mâchoire devienne un peu plus molle pour que les dents puissent se remettre en place. Une fois que la mâchoire pouvait accepter le mouvement des dents, effectivement, le mouvement des dents s'est produit. Alors, je me souviens plus, vous allez pouvoir nous donner l'information. Entre le moment où notre ADN, on va dire, nous refabrique, il se passe combien de temps jusqu'à toutes nos cellules soient rénovées? C'est essentiellement variable, tout dépend du tissu qui Enfin, est grosso modo, on va dire grosso modo. Grosso modo. À la louche. À la louche. Non, si on a une infection peut s'arrêter en 24 heures. Mais effectivement, quand il s'agit de lésions cancéreuses, il faut quelquefois 5-6 mois pour qu'il voilà. y ait une régression. D'accord. Donc ça veut dire que l'émotion, on va dire, peu importe, quelle que soit l'émotion, l'ADN se modifie et corrige directement dans le corps la partie incriminée. Absolument, le programme génétique change. C'est génial. Voilà, mais on appelle ça un dysfonctionnement, alors que c'est un excellent fonctionnement sur le plan symbolique, bien sûr. Hein. Mais ça, c'est notre cerveau inconscient qui le fabrique, et c'est pour ça, effectivement, que les médecins voient ça comme un mal à combattre, on va dire. Alors, à la fin de votre livre, d'ailleurs, je crois que vous nous donnez une tribu... alors, je ne sais plus si c'est des Indiens Dans le Pacifique, ou des oui. Papous. En général, la maladie d'un des membres d'une famille est simplement le reflet d'une faute de quelqu'un dans la famille. Et donc, il va falloir que cette personne avoue ce qu'elle a fait, sa culpabilité, pour que la personne donc, qui est à distance guérisse. Donc, ça nous montre, comme dans l'exemple de la petite fille, qu'il y a un effet de cerveau à cerveau, ce qu'on appelle un effet transgénérationnel. Hein, et donc, le symptôme est à la fois l'expression d'une culpabilité personnelle, mais également d'une culpabilité familiale. D'accord. Alors, justement, on va quitter, si j'ose dire, la sclérose en plaques pour aller dans un terrain encore plus intéressant. C'est la maladie d'Alzheimer, que vous traitez également longuement dans ce livre. En fait, dans ce livre, je précise que vous traitez l'intégralité du corps, de tous les symptômes. Mais comme beaucoup de Français sont affectés par la maladie d'Alzheimer d'un de leurs proches, en général toujours les parents ou les grands-parents, et donc ça crée des troubles dans les familles. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous résumer la maladie en elle-même, hein, Alzheimer? Bon, pour faire simple. Hein. Typiquement, donc, c'est un début par des troubles de mémoire qui sont un oubli à mesure, donc, qui marquent le début de la maladie. Et puis ensuite, les fonctions cognitives du cerveau vont s'altérer progressivement, de troubles du langage, du calcul, etc. Et puis finalement, ça va être le lobe frontal qui est atteint en dernier dans cette maladie-là. Vers quel âge ça se déclenche, ça? Alors, il y a tous les âges, bien sûr, et en général, quand c'est plus de 60, 65 ans, on parlait autrefois de démence sénile, hein, oui. Mais on peut très bien commencer une démence à 50 ans si les événements se sont produits et si les gènes... D'accord, donc à partir de 50 ans, on peut très bien, Alzheimer peut attaquer. On peut très bien avoir une forme très précoce, oui. D'accord, donc les premiers symptômes, c'est quoi? Mais c'est toujours, en général, c'est l'oubli à mesure. Hein, donc la personne, c'est pas des fautes d'attention, c'est pas quand j'ai perdu quelque chose, je ne le retrouve pas effectivement parce que ça n'a pas été engrangé dans le cerveau. Il n'y a pas de trace dans le cerveau. Alors que quand c'est un trouble de l'affection, beaucoup de gens ne cherchent leurs mots, cherchent le nom d'une personne, mais ils vont retrouver par la suite parce que c'est dans leur cerveau. C'est simplement un problème de concentration, on va dire. C'est ça. Donc, en revanche, ceux qui ne retrouvent pas, donc là, en général, c'est les premiers signes d'Alzheimer. Voilà. Et ils ne retrouvent pas, malgré une facilitation. On va suggérer donc quelques idées pour aider la personne, et malgré cette facilitation, la personne ne retrouve pas. Dans votre expérience, donc, et de ce que vous exposez dans le livre, est-ce que vous avez vu des cas où une personne est guérie d'Alzheimer? Enfin, je sais que dans votre livre, vous donnez pas mal de cas où il y a des régressions. Il n'y a pas de guérison. J'ai pas le souvenir d'avoir vu une guérison totale. Dites-moi le contraire. Le problème, il est énorme. C'est-à-dire qu'on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer sur le cerveau à l'autopsie en regardant au microscope. D'accord. Donc aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que vous avez Alzheimer, en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Enfin, on a quand même des grandes présomptions, mais effectivement... Attendez, pourquoi l'autopsie uniquement? Je ne comprends pas. Parce que il faut qu'il y ait les lésions caractéristiques au microscope de la maladie d'Alzheimer. Mais si aujourd'hui on vous fait, on vous fait un prélèvement, on ne peut pas le voir de la même façon? Bon, on ne fait pas le prélèvement de cerveau comme ça facilement. Effectivement, ce sont des zones... Ce sont des zones un peu trop sensibles. Donc j'ai oublié. Voilà.
Bah, quoique, on fait bien des prélèvements comme ça. Bien sûr. Bon, enfin, je veux dire, il y en a quand même. pour le Parkinson, on peut s'intéresser au système nerveux du tube digestif, mais pour l'Alzheimer, non. Alors, revenons à ma question. Donc, est-ce qu'il y a des cas de guérison, entre guillemets, de Alzheimer? Non, Ou de régression, on va dire comme ça? Je cite un cas dans le livre où j'ai donné l'observation de quelqu'un dont le diagnostic de maladie d'Alzheimer avait été fait en milieu neurologique, hein. J'ai pris cette femme en charge au moment où il était question de la mettre dans un institut pour personnes donc complètement détériorées intellectuellement. Oui. Et puis l'autre choix qu'il y avait, eh bien, c'était de renvoyer cette femme chez elle sous la surveillance de son mari. C'est ce que le mari a choisi donc. Et il m'a conduit sa femme en consultation. Et ce qui s'est passé, ben, c'est qu'au fil du temps, cette femme est redevenue normale. J'ai présenté l'observation de cette détérioration à des spécialistes qui m'ont dit « Qu'est-ce que tu nous embêtes à nous présenter un tel cas? C'est évident que c'est une démence organique. » Je lui dis « Oui, mais le problème, c'est que cette femme, elle est redevenue normale. » Bon, donc c'était certainement pas une maladie d'Alzheimer telle qu'on la connaît, j'en sais rien. Mais pour moi, ça veut dire qu'effectivement, on est incapable de dire si un symptôme est de nature fonctionnelle, c'est-à-dire en lien avec un nouveau conflit, ou si c'est au contraire la destruction du cerveau qui en est responsable. Et donc ça mérite dans tous les cas de chercher s'il n'y a pas un conflit qui peut donner l'apparition, par exemple, quelqu'un qui ne reconnaît plus les visages, on appelle ça une prosopagnosie, de voir s'il n'y a pas un événement qui a déclenché cette chose-là. Par exemple, la femme d'un dément qui veut se reposer un petit peu, qui s'en va, et c'est le fils qui vient. Et le fils, effectivement, vient troubler le dément, et le dément ne le reconnaît pas comme son fils, hein. Donc c'est quelque chose qui peut être régressif, certains symptômes, mais effectivement les neurologues, pour eux, du moment qu'il y a un symptôme, c'est forcément lié à la maladie et ça n'est pas lié à un conflit psychique. Selon votre approche, alors, est-ce que c'est dû à justement à des... je ne sais plus où j'ai vu ça, je me demande si c'est dans votre livre précédent ou si c'était ailleurs. Il y a l'école comme quoi ceux qui ont un gros secret caché, un enfant qu'ils ont abandonné ou ils ont tué quelqu'un, ou enfin un gros secret inavouable qui crée justement l'oubli total en fin de vie. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ou est-ce que c'est vous qui l'avez donnée? C'est pas tout à fait comme ça que je le présente, mais d'abord ne fais pas une maladie d'Alzheimer qui veut. Hein. Ah bon, c'est pas pour tout le monde. Non, il faut avoir une certaine fragilité psychologique. Hein. Oui. Et cette fragilité, c'est le fait que la famille vit tout à fait en agglomération, on va dire. Hein. C'est-à-dire, ils sont très les uns sur les autres? Absolument. C'est tellement typique que la secrétaire qui prend les rendez-vous met maladie d'Alzheimer parce que c'est évident au comportement de la famille, ah oui. qui dit « je voudrais parler au neurologue après la consultation, je voudrais parler au neurologue avant, etc. » qui impose de rentrer dans la salle en même temps que le malade. Hein. Ça, c'est un comportement tout à fait typique, donc de proximité. Et si c'est le gendre qui n'aime pas sa belle-mère qui commence sa démence, eh bien, il va téléphoner une demi-heure avant le rendez-vous de sa belle-mère pour avoir le neurologue et pour dire du mal de sa belle-mère. Il est vraiment dans la proximité. C'est intéressant. Oui, c'est vrai, je me souviens de ces passages dans votre livre. Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, les gens qui ont Alzheimer, grosso modo, hein, mais qu'ils ont toujours vécu dans un environnement familial extrêmement oppressif? Oppressif, non, ils se blessent comme ça. Ils se blessent comme ça, en fait. C'est des victimes consentantes, on va dire ça comme ça. Absolument. Et justement, ce qui va déclencher la maladie d'Alzheimer, ce sont des séparations, des événements. Ah oui, c'est-à-dire si on les sépare de ce milieu oppressif, ils vont déclencher la maladie. Voilà. J'ai exercé donc près des plages du débarquement. Et pour le 50e et le 60e anniversaire du débarquement, eh bien, j'ai vu des gens qui ont revécu donc des choses terribles, qui sont allés par exemple sur le lieu où des membres de la famille avaient été tués, ou quelqu'un d'une ferme qui vient raconter comment, après un bombardement, la fermière a eu une agonie terrible. Il raconte ça au fils, et le fils, 6 mois après, commence sa démence. Hein. Donc il y a eu d'abord la séparation réelle avec la mort, et le fait de revenir sur le lieu du souvenir ensuite suffit pour déclencher la maladie, mais simplement chez les gens qui ont donc cette proximité. D'accord, donc c'est pour oublier en fait l'approche de la mort, ou le fait qu'ils ont frôlé la mort, ou des circonstances de la mort.
Oui, et puis la culpabilité qui est là, c'est quelque part, intérieurement, ces gens-là sont dans une famille très unie, mais ils aiment bien se détacher et se mettre en évidence, on va dire. Alors, je donne un autre exemple, par exemple, une grand-mère qui est dans une famille comme ça et qui aime bien chanter, donc elle a une très belle voix et le petit-fils va déclencher sa démence en lui répétant à longueur de temps qu'elle chante toujours la Toujours la même même chose. chose. Voilà. Et donc, effectivement, quand apparaît la démence, j'ai agi auprès de la famille pour qu'elle soit mise dans un établissement où, au moins on la respecte quand elle chante, et surtout où il y a des personnes qui ont des troubles de mémoire qui risquent pas de dire tu chantes toujours la même chose. Et cette Oui, femme-là, effectivement, ouais, voilà. effectivement, c'est plus pratique. Et effectivement, eh bien dans cette, ouais. Je pensais pas que ce serait un sujet drôle, Alzheimer, mais bon. Et effectivement, quand elle s'est stabilisée, quand elle est arrivée dans ce milieu-là, elle s'est stabilisée sur ce plan de sa démence, sans aggravation pendant 3 ans, et elle est morte d'une autre cause. J'ai un souvenir particulier justement où des inspecteurs des impôts avaient interrogé un citoyen et lui demandaient des informations sur son compte en Suisse. Et le monsieur, en fait, enfin sa famille disait qu'il avait Alzheimer, qu'il ne se souvenait plus du tout d'où il avait mis son compte en Suisse et quel était le code pour y accéder, ce qui pose un vrai problème. Quel conseil pouvez-vous donner justement aux spectateurs qui nous regardent et qui ont un membre de leur famille qui est atteint d'Alzheimer? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer, on va dire, leur sort ou pour que ça régresse? Ben, pour moi, la meilleure solution, c'est de recréer du lien, soit dans la famille, mais surtout avec des personnes extérieures. En recréant du lien, effectivement, on va réparer cette séparation vécue douloureusement. Le problème, justement, c'est que l'aidant, en général, donc c'est le conjoint, et que le conjoint ne laisse pas la distance au médecin que je suis ou à d'autres personnes de s'approcher et de créer du lien avec le malade. Et ça, effectivement, c'est difficile. Mais quand il s'agit donc de personnes beaucoup plus distantes, c'est tout à fait fascinant de voir que le fait de recréer du lien, c'est quelque chose qui permet à la personne de se stabiliser au moins pendant un grand temps. Et les médicaments? Les médicaments, pour l'instant, on n'a pas de médicaments. Il y a pas de Il médicaments y a pour des Alzheimer. médicaments, mais Enfin, je veux dire, ici, ils on sont, n'a pas de médicaments actifs. voilà, ce qu'on leur donne, ça sert à rien, quoi. C'est ça que vous dites. Je dis que si on a proposé de les dérembourser, c'est bien parce que ça ne sert pas à grand-chose. Si Voilà. ce n'est à rassurer la famille. C'est ça. C'est une question que j'ai oublié de vous poser justement à propos de la sclérose en plaques, les médicaments qu'on leur donne. C'est votre avis là-dessus? Bien, moi, ce que je dis, c'est que quand il faut que le malade soit répondeur pour qu'il aille mieux, je veux dire que sa sclérose en plaques va spontanément mieux. Et répondeur, effectivement, c'est le terme que je mets pour le commerce, pour dire que mon médicament est actif. Et effectivement, si le traitement ne marche pas, il ne marche pas. Si le traitement a l'air de marcher, il faut se poser la question si ce n'est pas l'amélioration spontanée de la maladie. Et ça, effectivement, les médecins ou les laboratoires ne vont pas dans ce sens, hein. Un médecin ne pose jamais la question quand son malade va mieux, est-ce que vous avez pris mon médicament? Hein, et bien souvent, le médicament n'a pas été pris correctement et la personne s'est améliorée quand même. Mais tout de suite, spontanément, on attribue l'amélioration au médicament, même s'il n'a pas été pris. D'accord. On va aborder donc le troisième point qui affecte lui encore plus de monde. On va dire que c'est une maladie somme toute commune, la maladie de Parkinson. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous résumer, on va dire, nous faire un petit résumé, de nous présenter la topologie de cette maladie? Voilà. Donc la maladie de Parkinson, elle touche en général les personnes âgées, mais on voit des Parkinson juvéniles aussi. Et ces personnes donc détruisent le cerveau qui permet d'avoir des stratégies gagnantes. Alors, la stratégie gagnante? Alors, les stratégies gagnantes, c'est par exemple le jeu, hein. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes avec les traitements de la maladie de Parkinson, c'est que si on leur donne des médicaments, ils se mettent à jouer au casino et à perdre beaucoup d'argent. Et c'est une complication. C'est ça, donc vous êtes vraiment, là vous êtes sûr de vous. C'est vrai que vous en parlez très souvent de la stratégie gagnante et une stratégie perdante, donc on développe le Parkinson. Voilà, donc on développe le Parkinson quand on a une stratégie qui a créé de la séparation, puisque c'est la même chose. C'est encore une maladie où la famille fonctionne avec trop de proximité, hein. D'accord. Si vous avez l'épouse qui accompagne son mari parkinsonien,
volontairement je mets la chaise en retrait, eh bien spontanément elle va toujours venir se mettre à côté. Ça, alors que les autres malades ne font pas ça. D'accord. Alors, des exemples? Des exemples, eh bien, un agriculteur qui va voir son père tous les matins prendre le café, et le jour où il a une raison de ne pas y aller, puisqu'il a une obligation ailleurs, eh bien, son père décède. Donc, sa stratégie a créé de la séparation, et donc, effectivement, c'est un choc qui risque de déclencher sa maladie de Parkinson. Ça peut être aussi en politique. En politique, vous avez une équipe assez soudée, en principe, quand on est dans le même camp. Oui. Et puis, vous vous faites virer sans explication de la liste électorale. C'était quelque chose qui peut déclencher. Justement, à ce voilà, qui peut déclencher. Alors, ce qui m'a... Là, il y aura beaucoup de Parkinson dans le confillon, là. Hein. Oui. Le problème... Il y en aura beaucoup, je crois. Ouais. Le problème, effectivement, c'est que c'est ma façon de voir. Et donc, quand j'ai exposé à un spécialiste de la maladie de Parkinson, sa réponse a été, puisque tes malades vont bien, c'est que tu ne vois que des Parkinson bénins. C'est ça. Hein, effectivement, c'était son explication. Et puis, il s'est passé un événement, c'est que j'ai décidé donc de vendre la maison où je consultais. Hein, oui. Et comme ça s'est fait excessivement rapidement, je n'ai pas eu le temps de prévenir les malades que je voyais tous les 6 mois ou tous les ans, ou enfin quand ils avaient besoin. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que le fait d'avoir déménagé, quelque part, j'ai trahi un petit peu la confiance de ces malades, et j'ai vu une épidémie d'aggravation de ces Parkinson, parce que je créais quelque part une séparation, et 3 malades sont devenus gravataires et n'ont pas pu être récupérés, alors qu'ils allaient très bien auparavant. Et j'ai mis du temps donc à me mettre... C'est quoi? C'est le symptôme de l'abandon? C'est quoi exactement? Oui, c'est ça. D'abord, j'avais maigri beaucoup, 20 kilos. Donc, ils se disaient, il a un cancer, il va mourir, etc. Enfin, on va perdre ce lien. Hein, oui. Et comme ce sont des gens très aimables, les Parkinsoniens, effectivement, c'est souvent un lien fort dans la consultation. Et donc là, il a fallu que je pense effectivement à demander, voilà, j'ai déménagé, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez su que j'avais déménagé pour que cette épidémie s'arrête? Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Eh bien, alors il y en avait, vous étiez si bien dans votre grande maison, vous étiez, etc. Enfin, le fait d'avoir un local qui n'était plus un local maison de famille, les a beaucoup touchés quelque part. C'est devenu quelque chose de beaucoup plus impersonnel. Du point de vue symbolique. Donc là, c'est vraiment... Mais en fait, là, on le voit bien d'après vos explications, aussi bien sur la sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, c'est surtout des maladies, je veux dire, on pourrait appeler ça des maladies affectives. Affectives de la séparation ou de familiale. Je me trompe ou non, absolument pas. Les 2 premiers cas qui ont été décrits par M. Loïs Alzheimer étaient tout à fait typiques, et c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille. Le premier malade, qui était un homme, qui donc avait fait une démence assez rapide, en fait, avait perdu sa femme 2 ans auparavant, donc une séparation. Et l'autre femme que Loïs Alzheimer a examinée au niveau histologique, c'est-à-dire regarder son cerveau au microscope, eh bien, c'était une femme qu'on avait mis dans un asile parce qu'elle avait un délire de persécution vis-à-vis de son mari. Et donc, une séparation forcée là, à nouveau. Donc, c'était 2 maladies d'Alzheimer prouvées au microscope et 2 cas de séparation sévère sur le plan affectif, effectivement. Et si je vous résume, il vaut mieux vivre seul, finalement. Non mais sérieusement, non mais on est moins exposé, on va dire, à toutes ces maladies, quoi. Il faut voir qu'effectivement, que quand on vit dans la proximité, quelque part, ça n'est pas un bon équilibre sur le plan psychique pour la famille. C'est ça. Une maman possessive, enfin, je ne vous fais pas de tableau, mais effectivement, tant qu'on est dans... récemment, je viens de recevoir un mail là, d'une famille, c'est la fille qui écrit, et la fille écrit « Cher Pierre-Jean ». Par mon prénom. C'est-à-dire qu'elle c'est-à-dire que vous avez tellement de prénoms qu'en même temps, on ne peut pas la blâmer. Elle ne doit pas savoir quelle... Je pense que Jean, c'est votre nom, en fait. On pourrait dire quand même que c'est quelque chose d'étonnant qu'elle m'inclut déjà dans la famille. Enfin. Et donc, alors, non, nous, on. Hein, et puis ensuite, elle signe la famille Intel. Hein. C'est ça, il signe la famille. Et voilà, et je suis déjà inclus dans la famille, simplement parce qu'on a entendu parler de moi, qui est caractéristique donc de cette proximité et dans l'Alzheimer et dans la maladie de Parkinson.
D'accord. Bah écoutez, là, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que le célibat a beaucoup d'avantages finalement. Les symptômes de la maladie de Parkinson, c'est quoi? C'est les tremblements, c'est Ben, quoi? le tremblement de repos, hein, donc quand je tends ma main, le tremblement va disparaître, mais dès que je... C'est une chose. Autrement, c'est ce qu'on appelle la kinésie, c'est d'ailleurs les mouvements rares. Vous avez des gens, on les voit tout de suite, dans le métro, ils sont figés complètement, ou le bras qui est collé au corps, par exemple. Oui. Et puis l'hypertonie, donc c'est quelque chose que l'on peut mesurer quand on veut mobiliser passivement un membre, on sent une grande résistance. Est-ce que vous avez constaté, de voir votre expérience sur toutes ces quarantaines, on va dire un demi-siècle, hein, on va simplifier, quand les gens font du sport en permanent, même à l'âge de 50, 60, 70 ans, est-ce qu'ils échappent à ces maladies, oui ou non? Alors là, on vient d'une discussion très compliquée. Non, mais justement, c'est Voilà. intéressant. On a dit que la marche, par exemple, était bon Bah, pour, c'est ce qu'on entend en permanence. non, mais bon pour le traitement de la maladie d'Alzheimer. La marche. Voilà. Mais la Donc marche, ça, c'est pour Macron, c'est en marche. Voilà. Vous êtes sûr de ne pas avoir là. bien. Mais en fait, il faut savoir que quand quelqu'un marche, il est en train de créer de la relation avec quelqu'un, symboliquement. Oui. Et donc, il refait des liens simplement par la marche. S'il fait du vélo, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand je remue les jambes, symboliquement, les jambes, c'est ce qui me permet donc d'être en relation, d'aller vers quelqu'un. Et donc, là, si j'ai perdu mon épouse, je sais pas quoi, le fait de faire du vélo, le fait de faire de la marche, quelque part, je recrée une relation. Alors, vous donnez un cas absolument génial, dans lequel, alors pour le coup, je me suis reconnu aussi, hein. C'est avec Laure Manodou. Alors, j'étais fasciné par ça, parce que moi-même, j'ai fait beaucoup de natation à l'époque au Stade Français. Expliquez-nous le cas Laure Manodou, parce que ça, c'est fascinant. Et j'ai fait la relation avec justement votre démonstration de créer de la relation. Laure Manodou, je précise, hein, c'est au cas où on l'aurait oublié, parce que ça va très vite en ce moment, c'est la championne olympique. Elle a eu des médailles d'or aux 400 mètres libres, si mes souvenirs sont bons, aux Jeux Olympiques de Athènes, entre autres. Donc, effectivement, elle a été interviewée après... Dans Nous Deux, Dans Nous Deux, exactement. grand journal féminin bien connu. Voilà, et donc elle... Déjà, rien que ça, Nous Deux, c'est pas moi tout seul, c'est Nous Deux. Non, Non, mais c'est un journal de couple, c'est marrant, c'est intéressant. c'est intéressant, mais c'est pas par hasard, effectivement. Et donc, elle parle de sa vie et de sa vie avec sa fille qui s'appelle Manon. Et donc, elle explique très bien que sa maman était donc... Hollandaise, c'est bon. Non. Ou- Enfin, que sa maman était étrangère, on va dire. Suédoise, enfin, elle N'était pas française. elle vient du pôle Nord. on Voilà, va dire ça comme ça. et donc elle était effectivement un vrai glaçon, très froide avec ses enfants. Ouais, elle les prenait jamais dans les bras. Aucune mesure Affection maternelle à la Voilà. latine, Hein. des mères latines, on va dire ça Voilà, comme ça. donc cette froideur, eh bien effectivement, la compensation symbolique qui s'impose, c'est d'avoir une mère chaleureuse, et la mère chaleureuse, c'est la piscine chauffée. Et donc elle nous explique que le comportement était le même avec son frère, qui est devenu aussi champion, Absolument, oui, évidemment. et qu'avec sa fille, elle a fait exactement l'opposé. Elle est très chaleureuse, elle la couvre de bisous tout le temps, quelque part, donc pour psychologiquement, on va dire, Équilibré, c'est ça? pour compensation? rééquilibrer, moi je dirais pour consoler sa mère de ne pas avoir été assez chaleureuse. Donc elle le fait à sa place. Non, mais il y a beaucoup d'exemples comme ça dans votre livre où j'ai vraiment découvert des explications absolument pertinentes, remarquables, je dirais même. Vous m'avez bluffé, je le dis sincèrement. Je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, hein. Même si parfois on a du mal à vous suivre parce que vous êtes vraiment un médecin, c'est clair. Mais on comprend son livre, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment passionnant. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire, puisque ce sont toujours les sentiments de culpabilité ou les problèmes d'émotion non exprimés, quels conseils vous pourrez dire à nos spectateurs pour justement s'éviter les maladies? Ben, il faut être vrai, il faut vivre dans la vérité. À ce moment-là, notre cerveau inconscient n'a pas besoin d'intervenir puisqu'on est dans le conscient tout le temps, hein. Sinon, si on est dans le mensonge parce qu'on veut cacher quelque chose, le cerveau inconscient fonctionne tout seul et on ne peut absolument pas l'arrêter sans cette expression verbale de la culpabilité. Alors, mais vous dites que la prière peut agir là-dessus, justement. Alors, la prière, elle peut agir... Parce que vous en parlez dans votre livre. Vous dites qu'auparavant, les gens allaient se confesser. Voilà. Et donc, ils transmettaient quelque chose au prêtre. Et il y avait une sorte d'exutoire, on va dire, ou de Oui, compensation. Enfin, ou même vous pouvez développer ça. un examen de conscience le soir, simplement, Oui. pour digérer les conflits.
Ce matin, j'ai eu besoin de me ressourcer, on va dire, avant de prendre le volant, parce qu'il y avait une guirlandade avec mon épouse. Je ne On va cache tout rien. savoir, là, attention, là, on est dans nous deux. Et puis donc, numéro effectivement, 2. quand on est dans cet état d'esprit, surtout pour imposer une priorité, c'est là qu'on a un accident et qu'on a un refus de priorité. Puisque d'inconscient à inconscient, Alors là, c'est génial. Écoutez, je me souviens pertinemment avoir vu un grand article dans le Los Angeles Times. C'était une étude d'un groupe d'assurance, des gros assureurs américains. Et les assureurs donc avaient découvert que statistiquement, un couple qui se sépare a, je crois, c'est de 300% de chance d'avoir un accident de la circulation dans les 2 mois qui suivent la séparation. Ça, c'est statistiquement établi par les assurances. Je parle de séparation mariée ou pas, hein, peu importe, un couple qui se sépare. Le fait de ruminer, etc., de oui, culpabiliser. et d'être en bagarre. L'accident de voiture n'est jamais très loin. Pardonnez-moi, je vous coupe, mais qu'est-ce que vous en pensez justement? Ça va dans votre sens? Oui, c'est-à-dire que si on se quitte à l'amiable, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, si c'est rare, hein, les couples qui se quittent à l'amiable. Si c'est quelque chose qui se fait assez violemment, si l'autre n'écoute pas mes doléances, si moi, je n'ose pas lui dire parce que j'ai peur et je n'ose pas lui dire mon désaccord, on se met dans une situation d'accident. Tout dépend de la façon dont c'est ressenti par les personnes. Moi, je ne peux pas faire de généralisation. Mais il y a beaucoup de gens, on le sait, qui se rendent malades après. D'ailleurs, en français, on le dit bien, à s'en rendre malade. On s'en rend malade. Dans votre carrière, quel est le cas le plus spectaculaire que vous ayez vu et qui illustre justement votre pensée, votre théorie? Le plus spectaculaire, c'est celui qui m'a obligé à changer de voie. J'étais médecin à l'hôpital et donc j'ai vu quelqu'un dans un climat de prière, peut-être de confession, je ne sais pas, je n'ai pas juste vu là, qui était donc dans un petit fauteuil paraplégique et qui le lendemain a pu remarcher, donc à cause de cette ambiance donc c'est lève-toi et marche, quoi. De vérité, absolument. Et donc moi je ne suis pas intervenu autrement qu'en spectateur, mais c'est ce qui m'a obligé à quitter l'hôpital parce qu'effectivement une telle guérison ne pouvait pas exister. Quitter l'hôpital, c'est-à-dire, je comprends pas. C'est-à-dire ma fonction de chef de service pour aller en ville, en libéral et pour pouvoir écouter les gens et comprendre comment est-ce qu'on peut... C'est ça, parce que dans un hôpital, en fait, les gens ne sont pas écoutés. Absolument, l'écoute qui est nécessaire pour que les personnes osent se confier, il faut du temps et à l'hôpital, on n'a pas ce temps-là. Mais en fait, si je vous résume bien, le médecin, enfin du moins tel que vous voyez le rôle du médecin, c'est plus le rôle, c'est une transposition du rôle du confesseur d'il y a 50 ans, on va dire. Oui, mais ce n'est pas forcément le rôle du médecin. Moi, si, dans votre livre, c'est que ça. Hein, oui. C'est des confessions qui sont faites. Bien sûr, mais c'est parce que j'étais intéressé. C'est-à-dire que pour faire ce travail-là, il faut d'abord avoir une enquête diagnostique de médecine classique, oui, parfaitement bien faite, hein, oui, puisqu'il va falloir que moi, je convertisse, enfin que j'interprète comme une langue étrangère, le symptôme pour savoir quelle est la souffrance qui est masquée. Hein. Donc le premier temps, c'est vraiment l'enquête diagnostique habituelle. Après, si je suis intéressé, et moi j'étais tellement interpellé que je suis intéressé, je vais pouvoir essayer d'obtenir les confidences de l'événement qui a déclenché, de l'événement qui a programmé, qui a conditionné la personne. Et effectivement, si je réussis, j'ai vu beaucoup de guérisons tout à fait inattendues et spectaculaires. Alors, j'ai reçu un mail de l'un de nos spectateurs qui a vu notre précédent entretien. Une vague d'une grippe, d'une virulence phénoménale a frappé la France entre décembre 2016 et janvier 2017. Comment le docteur Lamotte explique-t-il pourquoi des millions de Français sont tombés malades du jour au lendemain à cause de cette grippe? C'est quoi? Est-ce que c'est une vraie maladie ou est-ce qu'il y a une compensation là aussi? Mais là aussi, c'est une compensation. Ou c'est la crainte? C'est quoi selon vous? Là aussi, c'est une compensation. Si vous regardez l'été, il y a plein de gens qui reviennent de l'hémisphère sud avec des microbes de la grippe et on n'a pas d'épidémie de grippe l'été. Et donc, si on a l'épidémie de grippe quand il y a un mauvais temps, bien, ça peut être le manque de soleil pour certaines personnes, le soleil étant symboliquement le père, hein, donc ça nous ramène... Et puis, il y a surtout les périodes des fêtes, hein, qui sont souvent... Attendez, les Suédois, les Finnois qui ont genre 2 mois de soleil encore par an, ils devraient tous être malades dans ce cas-là? Absolument pas, non, puisqu'il y a les histoires de famille en plus. D'accord. Hein, et donc les bagarres de famille pour les fêtes, c'est important. Moi-même, ma maman a décidé de décéder à un quart d'heure avant la fin de l'année.
Bon, je ne sais pas ce qui se passe à ce moment-là dans chaque famille, mais c'est sûr que... C'est vrai que le plus grand nombre de suicides, c'est au mois de novembre et décembre. Voilà. Et février, je crois. Et il y a une femme qui m'a dit récemment qu'elle a eu au téléphone son père qui lui a dit « Je te remercie pour ton cadeau ». Elle n'avait rien offert. Vous voyez, des petits mots comme ça, effectivement, suffisent à nécessiter une compensation par la grippe. D'accord. Bien écoutez, docteur, en tout cas, merci pour ces explications qui sont effectivement passionnantes. Alors, je précise que le livre fait 350 pages. Vous avez tout le corps humain qui est passé en revue. Chaque fois que vous voyez des petites flèches comme ça, des petites flèches noires, eh bien, c'est des cas pratiques que le docteur Lamotte a observés. Donc, vous avez toutes les... alors, non seulement pour vous, évidemment, hein, chers lecteurs et spectateurs, mais également, surtout, pour votre entourage. Parce que grâce à ce livre, en fait, on peut décrypter également son entourage. C'est ça qui est génial avec vos livres. C'est qu'en fait, on arrive à comprendre le fonctionnement d'autres personnes en fonction des symptômes qu'elles ont ou qu'elles développent. Vous avez quelque chose à ajouter là sur Oui, aux spectateurs pour qu'ils ne se rendent pas malades? Oui, non, je dirais simplement que ce livre-là, c'est qu'un des volets de ce qu'on appelle la compensation symbolique. Oui, il y en a deux autres qui doivent arriver. Hein, et en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils sont menés par le bout du nez à longueur de temps par leur inconscient, tant qu'ils ont vécu dans le secret, dans le mensonge, par rapport à leur culpabilité ou leur faiblesse. Essayer d'être vrai, même quand on n'a pas osé, quand on a triché, quand on a volé, quand on a une culpabilité vraie, mais aussi une dévalorisation, c'est quelque chose qui se raconte si on ne veut pas que ça se termine en maladie. D'accord, donc là, en fait, la meilleure solution, effectivement, en vous écoutant, et ça, je dois avouer que... non, mais c'est vrai que déjà, votre premier livre, c'était stupéfiant, mais là, vous êtes allé beaucoup plus loin. Voilà, chers spectateurs, eh bien, en tout cas, merci pour votre attention. Docteur, merci à vous pour être venu présenter votre livre et surtout vos explications, on va dire, lumineuses. Et j'aurai le plaisir donc de vous retrouver donc pour une autre vidéo à la sortie de du troisième volet de votre ouvrage. Mais bon, je pense que c'est d'ici un an. Hein. En attendant, eh bien, vous pouvez découvrir l'interprétation des maladies et de quasiment toutes les maladies dans cet ouvrage. Merci à vous, à bientôt.